Wanted Radio, première sur le hip-hop indépendant. C'est Flow Urbain. Flow Urbain. Flow Urbain. La radio des EFJ2. La breakdance, cette nouvelle danse qui fait fureur auprès des jeunes générations, avec le smurf, je crois aussi. En plus, on se l'avoue, on n'est quand même pas très calé en street art. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, ton cul, c'est à moi qui parle. Avec l'attitude, on l'est. Sans l'attitude, on ne l'est pas. On est juste quelqu'un qui récite des vannes. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 26 décembre, on espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël et que vous avez reçu les cadeaux qui vous faisaient rêver. Aujourd'hui on se retrouve avec Nathan, mon acolyte à l'animation. Bonjour à tous. Charlotte qui va mener l'interview. Salut. Avec notre invité spécial Pierre Le Carroz. Pierre, bonjour. Bonjour. Élodie et Océane, nos reporters. Hello. Bonjour. Et notre binôme de chroniqueurs Maëlle et Joévine. Bonjour. Vous êtes bien dans Flow Urbain, l'émission qui aborde toutes les facettes de la culture urbaine. Cette semaine, le thème de notre émission concerne l'art urbain. Nathan, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bonjour à tous. Merci Carla pour cette brève présentation. Le thème de notre émission, c'est l'art urbain, ou plus communément appelé le street art, en bon anglais. Alors, qu'est-ce que c'est le street art en quelques mots ? C'est un mouvement artistique qui regroupe différentes formes d'art visuel dans l'espace public. On peut citer le graphe, les pochoirs, la peinture murale, le collage. Souvent, un message engagé est pensé derrière ces représentations. Et on commence directement dans le vif du sujet avec Océane. Océane, explique-nous tout. Oui, bonjour tout le monde. Alors pour entrer dans le cadre de notre thème street art, je me suis rendue au MUR qui signifie modulable, urbain et réactif, dédié à la création et au développement de l'art urbain dans Bordeaux, porté par l'association Paul Magnétique. Il s'agit d'un mur pour le petit jeu de mots de l'école primaire Stendhal dans le quartier des Chartrons, peint régulièrement par différents street artistes. Sur place, j'ai pu récolter l'avis des passants, dont ceux de Marion, Karine, Aude et Clément, qui m'ont confié ce qu'ils pensaient de ce projet. Alors c'est un mur que nous aimons beaucoup avec nos filles puisque nous avons un petit bulldog français et nous promenons souvent le chien autour de ce mur. Et pour la petite anecdote, nous aimions bien passer devant ce mur pour voir s'il y a de nouvelles peintures et donc de nouveaux artistes qui sont en train de faire leur exposition. Personnellement, je suis quand même assez sensible à l'art, donc tous les jours je vais en vélo, je passe devant et parfois j'ai la surprise d'un nouveau mur, donc c'est plutôt intéressant. Le mur sur le côté, les élèves ils l'ont récemment peint et ça c'est très bien. Le mur en face, il faut que ce soit coloré. Quelquefois c'était vraiment du noir et pour une école ça fait quand même tristouner. Moi je trouve ça sympathique, ça égaye un peu la rue et puis les enfants sont contents aussi de regarder à chaque fois quel nouveau dessin il y a. L'art de façon générale ça apporte et quand c'est comme ça dans le public et enfin ça peut être on peut passer ici par hasard et découvrir les murs qui changent tous les mois à peu près donc oui c'est top. C'est vrai que ça permet déjà de décorer le quartier, ça amène du monde et ça permet de connaître, de découvrir des artistes. Ça fait joli dans le quartier parce que là on dirait que c'est tout gris et du coup ça met un peu de couleur. D'autre part, ça permet de diversifier l'art et de se rendre compte qu'il y a différents types d'art, donc de pouvoir l'expliquer à nos enfants, ce qui est plutôt sympa. Merci Océane pour ce micro-trottoir. Et tout de suite, on accueille notre invité Pierre Le Carroz avec Charlotte pour l'interview. Flow Urbain, l'émission radio des EFJ2. L'interview. Pierre Le Carroz, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Vous êtes président et fondateur de l'association Paul Magnétique, qui est donc notamment à l'origine du mur. Est-ce qu'on dit mur ou MUR ? Je dirais mur, Ok. tout simple. Donc c'est un mur donc, de 35 mètres carrés que vous laissez à disposition des artistes les plus audacieux. Ces jeunes talents habillent le mur avec des créations originales et surtout éphémères puisqu'elles ne restent que quelques mois. Votre association a le souhait de mettre à l'honneur la création artistique contemporaine et surtout urbaine à Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept du mur ? Alors, c'est un projet qui est né à Paris en 2007. En fait, il y avait un collectif d'artistes qui détournaient des panneaux publicitaires sans autorisation, plutôt autour de la technique de l'affichage. Donc, collage, papier. Et donc, ils en ont fait un livre qui a extrêmement bien marché en librairie. Et de ce succès littéraire, en fait, ils ont été à la rencontre des annonceurs publicitaires pour leur demander de mettre 2 panneaux de publicité à disposition. Et c'est comme ça que le mur Oberkampf est né en 2007. Plusieurs murs ont fleuri en France. La ville de Bordeaux n'était pas représentée. Moi, j'ai envoyé un dossier de candidature. J'ai reçu en retour un cahier des charges avec des contraintes en termes de superficie, que les artistes aient un support assez
imposant pour pouvoir s'exprimer, qu'il soit plutôt en centre-ville pour que les gens aient un accès plus facile. Et justement, on l'a vu avec le micro-trottoir d'Océane, le mur est du coup sur le mur d'une école primaire. Pourquoi sur une école primaire ? Bon, déjà, c'est toujours flatteur d'entendre des gens que vous ne connaissez pas, faire des compliments élogieux autour d'un projet qui est un peu comme un enfant, en gros, puisque on y met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, donc c'est toujours flatteur. Et pour la deuxième partie de votre question que vous allez me rappeler... Oui, pourquoi vous avez choisi de faire ce concept sur le mur d'une école primaire ? En fait, j'organisais des balades, j'organise toujours d'ailleurs des balades dans Bordeaux à la découverte du street art. Voilà, parce que je trouvais intéressant aussi, et puis je pense qu'il y a aussi une demande exponentielle de gens qui vont vouloir évidemment voir les sites touristiques, mais aussi peut-être découvrir une ville à travers un prisme, voilà, que ce soit le vin, le street art, peu importe ce qu'on aime. Donc du coup, on sort un petit peu de ces quartiers cartes postales pour partir dans des quartiers un peu plus authentiques. Et donc voilà. Et vous allez encore me rappeler votre question. Pourquoi sur une école primaire ? Ah oui, voilà. Donc comme j'organisais ces balades, en fait, j'avais repéré plusieurs murs, voilà, qui correspondaient aux attentes et au cahier des charges du mur. En fait, on n'était pas du tout obligé en fait de rendre des comptes à la maison mère, ce que j'appelle la maison mère, mais voilà, on a une liberté de programmation, de choix de lieu. Et donc moi, quand j'animais ces balades à Bordeaux à vélo, en fait, j'avais repéré un mur qui était le mur de la salle polyvalente de l'école. Mais comme c'est sur le principe de création originale éphémère et que je souhaitais en fait prolonger l'expérience de la performance des artistes à travers la photo et la vidéo, du coup, il fallait assez de recul pour pouvoir avoir un bel angle de vue et de belles photos. Du coup, je me suis rabattu sur le mur de l'enceinte de l'école qui, globalement, ressemble beaucoup à un mur de prison. Et je pense que pour les enfants, voilà, c'était un bon moyen aussi de changer un petit peu l'effet visuel que pourrait renvoyer en fait ce mur de la cour de récréation. Ok, et justement, en ce moment, c'est quel artiste qui est mis à l'honneur sur le mur ? Alors, en ce moment, c'est un artiste nantais qui s'appelle C'est Mort. Donc, c'est un artiste que je suis depuis très longtemps. Voilà, il y a une sorte de liberté de création, en fait, et un imaginaire juste foisonnant. Donc voilà, ce sont des petites scénettes en fait qui composent qui sont agrégées pour faire une composition graphique globale. C'est beaucoup autour de la navigation parce que c'était le thème de l'exposition. Parce qu'aujourd'hui, je fais toujours corréler exposition à la galerie et performance sur le mur. Et pourquoi vous avez le souhait justement de mettre à l'honneur des artistes urbains plutôt émergents ? Alors, il y a un peu de tout. Pour tout vous dire, en fait, déjà, on est soutenu et on est inscrit dans le cadre de la politique culturelle de la ville. Donc eux, ils essayent aussi. Donc en fait, on leur doit des comptes, ce qui me paraît pas non plus illégitime, quoi. Donc eux, ils essayent aussi de résoudre des problématiques sociétales. Donc notamment, j'entends la municipalité. Donc voilà, il y a par exemple statistiquement moins de femmes dans l'art urbain. Donc du coup, l'idée c'est de compenser en fait ce déséquilibre en essayant d'atteindre la parité pour pouvoir mettre les femmes à l'honneur. Je suis pas toujours d'accord sur les modalités, sur ces exigences, dans le sens où si j'étais une femme artiste, je préférais qu'on m'engage pour mon talent artistique et pas pour mon genre. Donc du coup, je trouve que ça dessert un petit peu finalement le féminisme, et en même temps le fait d'avoir aussi une sorte de, pas de tuteur, mais quelqu'un qui regarde un petit peu ce que vous faites avec les dotations publiques. Du coup, vous avez toujours en tête le fait d'essayer d'atteindre la parité, même si j'y arrive pas. Et en gros, en termes de programmation, c'est 33% d'artistes à la résonance internationale pour focaliser les regards sur la richesse du tissu local, sans négliger le street art au féminin. Et pour rester dans cette idée, est-ce que vous avez des critères particuliers quand vous choisissez justement un artiste ? Franchement, aucun. Déjà, c'est une décision collégiale parce qu'on est sous le régime d'une association. Donc voilà, on reçoit des candidatures, il y a des coups de cœur des membres du bureau, du conseil d'administration, pardon.
Donc voilà, il y a pas de règle. Franchement, c'est aussi toujours l'émotion de découvrir, la surprise d'artistes qu'on connaissait pas, dont on ne connaissait pas le travail. Donc c'est essentiellement émotionnel et humain. Voilà. Et justement, avec votre association Pôle Magnétique, est-ce que vous menez d'autres projets ? Je suppose que oui. Alors oui, effectivement. Donc je dirais l'animation du mur qui est quand même assez, je dirais, chronophage et énergivore en termes d'organisation, parce que vous avez tout cet enjeu d'hospitalité et d'accueil des artistes, donc des enjeux de professionnalisme, d'organisation. J'entends par là réserver les chambres d'hôtel, commander le matériel nécessaire au bon déroulement de sa performance, la communication, les communiqués de presse, la note d'intention de l'exposition. Il y a un esprit un peu de complicité entre un galeriste et un artiste. C'est pas juste la commercialisation d'un talent, c'est, je pense aussi, un petit peu établir un dialogue avec l'artiste, essayer peut-être de le sortir de son cercle de confort pour aller explorer de nouvelles choses, notamment de peindre pour certains, parce que je me suis vraiment pas, je dirais, fermé en termes de courant artistique. Voilà, j'ai déjà accueilli des artistes pop art qui n'ont pas l'habitude de peindre sur des murs dans l'espace public. Et donc, du coup, c'est les sortir de leur cercle de confort. C'est plutôt des peintres d'atelier. Donc là, vous avez un rapport direct avec le public. Les tailles des supports à peindre sont gigantesques. Donc, c'est vraiment un autre exercice. Et de cet exercice, je pense que les artistes peuvent, à partir de là, avoir de nouvelles pistes de recherche dans leur atelier. Donc, il y a j'ai beaucoup de responsabilités à avoir ce métier de galeriste. Et justement, pour parler de vous sur un côté un peu plus perso, à quel moment de votre vie vous êtes intéressé au street art ? Alors en fait, ce n'est plus un secret, puisque c'est marqué sur mon visage. J'ai 50 ans. Donc du coup, moi j'ai grandi avec le hip-hop, donc première génération. J'entends par là... génération NTM, IAM, après sont venus la Funky Family et je vous dirais pas que je suis un peu désorienté, mais je me retrouve pas dans l'exercice d'écriture dans le hip-hop d'aujourd'hui, donc voilà, je suis pas non plus dans la logique du c'était mieux avant, mais j'essaye quand même de m'y intéresser. Il y a des trucs que j'ai trouvé quand même plutôt sympas, mais en tout cas voilà, j'ai grandi avec cette culture. Donc le hip-hop qui venait avec toutes les disciplines telles que le rap, donc du coup le DJing, le breakdance et le graffiti. Mais au fil des projets, en fait, et puis j'ai commencé, et en fait j'ai dérivé vers la musique électronique. Donc il y avait toute cette culture du flyer, de l'exercice graphique. Et d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup d'artistes urbains viennent de ces écoles, d'infographie. Et de design graphique. Donc du coup, il y a une nouvelle génération, un nouveau souffle, plus l'accès à Internet. Mais en gros, c'est la convergence entre mes influences musicales et graphiques. Et j'ai commencé à prendre des photos. Je trouvais que ça embellissait l'espace public. J'en ai créé une page et monté une association. Et 10 ans plus tard, j'ai ouvert une galerie. Super. Et donc Pierre Lecarroz, en 2018, vous avez sorti un livre qui s'appelle Légende urbaine, une œuvre qui retrace l'évolution du street art dans toute sa splendeur depuis les années 1980. C'est quoi Légende urbaine pour vous ? Alors c'est pas tout à fait c'est pas que j'ai lancé un livre. En fait, c'est un livre qui retrace une exposition dont j'étais commissaire d'exposition avec le directeur de votre école. Du coup, l'idée, en fait, il y avait 3 angles d'approche de cette exposition. Il y avait d'abord l'historique du street art, parce que le résumé, et comme vous l'avez très bien dit en introduction, c'est pas uniquement de l'aérosol et du graffiti. Il y avait déjà, l'expression, pas urbaine, mais en tout cas murale. Elle a toujours accompagné l'humanité. Les grottes de Lascaux ont dépeigné les scènes de chasse ou la faune et la flore environnantes. Donc ça a toujours accompagné l'humanité. C'est un moyen de communication. Pour avoir vécu en Amérique du Sud, le muralisme, c'est vraiment culturel. Donc vous avez le mari de Frida Kahlo qui dépeignait les conditions des ouvriers mexicains dans les usines américaines. Donc il y avait une vocation militante.
les pochoiristes issus de la culture rock et punk. Donc il y avait une grosse scène bordelaise. Donc voilà, il y a plusieurs, je dirais, influences historiques et temporelles. Donc voilà, je sais plus pourquoi je suis parti sur cette explication, mais en tout cas, voilà, j'aime cette diversité de techniques, j'aime cette diversité de propositions picturales. Je trouve que c'est foisonnant, bouillonnant, que c'est moins intellectualisé peut-être que de l'art contemporain. Voilà, c'est accessible en termes de lecture pour les petits, les grands. Voilà. Vous avez mis combien de temps à l'écrire, ce livre ? Alors, du coup, voilà, ça retraçait en fait cette exposition, donc l'historique de l'art urbain au fil des décennies, avec des tableaux. Ensuite, il y avait 13 salles dans la base sous-marine, donc 13 installations par des artistes, moitié nationaux et internationaux, moitié locaux. Et en fait, le street art numérique avec des applications en réalité augmentée, un vidéo mapping, enfin une sorte d'immersion en fait, comment dans le cerveau, en fait, comment on pouvait pénétrer dans le cerveau d'un artiste à travers la projection numérique. Voilà, pardon, j'ai eu du mal à le sortir. Mais... Non, pas de souci. Est-ce que vous avez de nouveaux projets pour l'année 2025 ? Un nouveau livre peut-être ? Alors, du coup, j'espère que j'aurai d'autres grosses expositions parce que voilà, c'est assez lourd pour sortir un livre. Il y a des questions de mise en page, de sélection de photos, de textes avec l'accord de tous les artistes qui sont présents dans le livre. Là, en l'occurrence, c'était vraiment quelque chose qui était fort en termes d'émotion et en termes de parcours professionnel. Donc, on a voulu le marquer par ce livre. Pour l'instant, en fait, le projet secret, je dirais, du mur, ça serait de sortir un livre au bout de la 100e performance. Donc là, ça fait 10 ans que le mur existe. On l'a lancé en septembre 2014. Et là, en l'occurrence, on est à la fresque numéro 80. Donc il me reste encore 20 fresques, sachant que le rythme est à peu près de 6 à 8 performances par an. Donc je pense qu'en 2027, on pourrait peut-être sortir un livre. Écoutez, merci Pierre. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci pour votre accueil. J'étais ravi de répondre à vos questions pertinentes. Et je vous souhaite un très bon post-Noël. Merci beaucoup. Merci pour cette interview en exclusivité, Charlotte. Et merci Pierre Le Carroz. Flow Urbain, l'émission radio des EFJ2. Le reportage. On passe désormais à notre reportage du jour par Elodie. Elodie, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu es allée ? Alors oui, bien sûr. Donc je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais la rue de la Rousselle, juste à côté de Port de Bourgogne, connaît un nouveau tournant ces dernières années. On y voit de belles peintures qui apparaissent sur les portes de la rue. Alors je m'y suis rendue. J'ai interviewé Mathieu, le tatoueur à l'origine de ce beau projet artistique. J'ai rencontré également une caviste et une boulangère de la rue. Tous nous expliquent la genèse de cette idée et les conséquences aujourd'hui sur la rue, sa culture et sa vision. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 42 ans, je suis tatoueur rue de la Rousselle et j'ai commencé à peindre en 97-98, il y a un petit moment maintenant. Je commençais à peindre, à faire du graffiti en 97, après j'ai fait beaucoup de fresques dans la rue, mais à l'époque on n'appelait même pas ça du street art en fait, c'était du graffiti, après c'était de la fresque, le mot street art est venu beaucoup plus tard, et voilà, après le projet il est très simple en fait, c'est de peindre dans la rue, des portes, avec l'accord des propriétaires, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, j'en ai fait 4 ou 5 qui sont encore là. Et il y en a une qu'on a déjà repassée. Et en fait, j'ai fait une première porte pour un voisin que j'aime beaucoup, qui s'appelle Monsieur Dupont, là, qui est dans la rue, qui avait sa porte de garage. Il y avait un chrome dessus. Et puis comme je l'aime bien, j'ai eu envie de lui repeindre. Et quand je lui ai peint, tout le monde a bien kiffé dans la rue, tout ça. Et du coup, comme je suis ici depuis 12 ou 13 ans maintenant, je connais un peu tout le monde. Et du coup, j'ai proposé aux autres gens, si ça les a intéressés, si ça leur botterait, d'en faire d'autres. Donc j'ai commencé à faire une deuxième. Et tous les jours, il y a des gens qui viennent les prendre en photo, tout le monde kiffe. Ce qui est génial, c'est qu'il y a des gens qui se mettent à parler, des gens qui n'y connaissent absolument rien, se mettent à parler, à débattre de peinture, est-ce que je préfère, ce qui est le plus intéressant, l'abstrait, le réalisme, le figuratif, le pas figuratif.
Donc t'as des gens qui n'y comprennent absolument rien, enfin, qui sont pas éduqués forcément, tu vois, à aller dans des musées ou à parler art, et qui du coup se mettent à avoir des débats fondamentaux sur la peinture. C'est hyper intéressant. Bonjour, je m'appelle Margot Laplane, je suis commerçante au 75 rue de la Rousselle. Alors c'est Mathieu, le tatoueur à côté, qui est venu me demander si je voulais faire partie du projet en acceptant qu'il y ait un graphe sur ma porte. Ça m'a plu, donc j'ai dit oui. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait plein d'œuvres qui parent la rue maintenant, plutôt que d'avoir juste des portes de garage. Ça apporte déjà quelque chose de joli, et ça fait qu'il y a des élèves et des écoles qui viennent faire le tour également pour ça. Donc ça donne envie de visiter la rue, c'est sympa. Moi j'aime beaucoup le street art, je trouve ça joli, je trouve que ça rend bien dans les rues quand c'est bien fait évidemment. Je m'appelle Romane, caviste à la cave de la Rousselle, rue de la Rousselle. Et donc grâce à ce que Mathieu, le tatoueur L'Homme Invisible, a mis en place de plus en plus d'œuvres d'art dans la rue, ce qui amène beaucoup de touristes, beaucoup de Bordelais, et également les guides touristiques qui viennent faire leur petit tour du centre historique de Bordeaux et qui passent souvent par la rue de la Rousselle. Je dirais 99% des voisins sont super contents de ce projet-là. Ouais, ça dynamise, ça met un peu du baume au cœur aussi dans la rue parce que c'est coloré, c'est vivant, et je pense que ça a un impact aussi sur les commerçants parce qu'il y a de plus en plus de monde du coup qui circule, et grâce à ce street art aussi on voit plus de monde qui viennent dans nos boutiques, donc c'est plutôt très positif. Merci Elodie, on arrive déjà vers la fin de notre émission. On se retrouve maintenant avec nos deux chroniqueurs Joévine et Maël. On commence par la chronique sport. Et Flow Urbain, l'émission des EFJ2. La chronique sport. Joévine, tu vas nous parler de skate. C'est quoi le rapport avec le street art ? Eh bien, de la création de structures graffitées au design des planches, le skate met à l'honneur le street art dans le paysage urbain bordelais. D'ailleurs, savez-vous que d'après France 3, Bordeaux est la première ville de skateurs en France. Le skatepark des Chartrons est même devenu le centre d'entraînement au JO 2024. À l'occasion du festival Connect, le premier festival consacré à la culture skate, qui a eu lieu à Bordeaux fin octobre, le skater pro Léo Valls a fait installer des œuvres d'art skatables au miroir d'eau. Ces structures nuancées de verre ont été designées par Brice Fauquet, le directeur artistique de l'agence Côte-Ouest. Je suis allé les voir au miroir d'eau, j'ai pu y rencontrer Martin, Julien et Thomas, de jeunes skateuses bordelais. L'initiative, je la trouve géniale parce que c'est dans la continuité de ce qu'ils font depuis des années, dans le fait de rendre Bordeaux une ville hyper proche du skate et des sports urbains de manière générale. Ouais, je trouve vraiment charmées, elles sont hyper pour tout niveau, et puis vraiment ça permet à ce que... En plus elles sont placées sur des lieux où il y a des lieux de passage, il y a beaucoup de monde qui passe, donc ça permet d'avoir de la visibilité. C'est trop bien quoi, ça permet d'échanger, de partager. Puis ouais, les couleurs sont chouettes, sont stylées, ça s'intègre pas mal dans le paysage quoi. C'est solaire, c'est cool. Ça donne de la vie, je pense qu'ils ont une forme et une couleur qui attire l'œil. Et du coup, il y a un côté prosélytisme pour le skate, pour les gens qui connaissent pas. Et du coup, les skatos, ça les invite aussi à sortir de leur spot habituel et de venir rider et de tester ces spots-là. Donc ça met de la dynamisme dans la ville vis-à-vis du skate. Et ça fait vitrine du sport pour les gens qui s'y connaissent pas. Ces jeunes étudiants passionnés d'art ont également designé leurs planches et sollicitent des street artistes pour les créer eux-mêmes. C'est une forme d'art, ça permet de personnaliser son truc aussi. Moi je l'ai pas fait, il était comme ça. Mais je l'ai déjà fait sur d'autres planches. C'est de plus en plus parce qu'on continue d'être dans l'essor du skate. Mais c'est un truc depuis qu'il y a du skate, il y a toujours eu du graphisme là-dessus quand même. Ça a toujours été le côté trasher, street avec des capuches, mi-graffiti, artistique et tout ça. Ça reste une discipline d'art. De toute façon, le skate et l'art sont hyper connectés, donc pour moi c'est quelque part normal, ça ne m'étonne pas que ça se fasse. Alors pour tous les fans de skate et de street art, si vous cherchez un nouveau spot, vous pouvez profiter de ces structures en miroir d'eau tout l'hiver avant que celui-ci ne soit rallumé pour les beaux jours. Merci Joévine pour ce lien très intéressant entre la production artistique et l'activité sportive. Pour finir, Maëlle, tu vas nous parler des collages engagés qu'on peut régulièrement apercevoir dans les rues bordelaises. Mais avant ça, c'est quoi un collage, Carla ? Alors le collage, c'est une technique artistique qui consiste à assembler différents matériaux, comme des morceaux de papier, des photos, des objets ou des dessins pour créer une œuvre. Côté histoire, cette approche a été largement développée au cours du XXe siècle, comme le cubisme, le dadaïsme et le surréalisme, qui ont tous utilisé le collage pour rompre avec les conventions de l'art traditionnel. Aujourd'hui, le collage se retrouve dans l'art urbain, où il joue un rôle clé dans l'expression de la culture de rue. Dans cet espace public, les artistes utilisent des techniques de collage pour recouvrir les murs
murs de la ville avec des affiches, des stickers, des papiers découpés ou même des objets récupérés. Et ce type de collage urbain, souvent éphémère, transforme l'environnement urbain en un terrain de créativité et de réflexion. Mais Maëlle, toi, ce qui t'a intéressé, c'est plutôt l'aspect politique de certains collages. Et oui, Marine rend l'argent, on ne tue jamais par amour ou encore Free Palestine, des slogans simples qui marquent. En vous promenant le long des quais, en plein centre-ville ou encore rue Sainte-Catherine, vous avez déjà dû les remarquer. Dessins, phrases, mots chocs, colorés ou en noir et blanc, les collages remplissent les murs de la métropole bordelaise. Mais lorsqu'ils ne sont pas sur des emplacements dédiés à cet effet, ces affichages sont considérés comme illégaux. En s'adonnant au collage sauvage, vous pouvez risquer entre 1 500 et 3 750 € d'amende, jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende au pénal pour dégradation de biens publics ou privés. Alors pourquoi ça reste aussi populaire ? L'affichage public, sauvage ou non, reste une manière de communiquer et d'interpeller des milliers de personnes chaque jour. Surtout dans les grandes villes, le collage attirera forcément l'attention de plusieurs poignées de personnes. Le message derrière reste propre à l'afficheur, que ce soit purement politique, avec des affiches de campagne par exemple, des prises de position, écologiques, féministes ou géopolitiques. Le but est d'interpeller, de pousser les passants à s'interroger et se renseigner. J'ai rencontré Djibril, porte-parole bordelais d'une organisation politique de gauche implantée un petit peu partout en France, mais aussi à l'international. Il nous raconte pourquoi le collage est si important pour leur organisation. En fait, le collage, ça rentre dans un truc assez large d'agitation. C'est un moyen de rendre plus visible en fait les échéances qu'on fait notamment et les manifs auxquels on participe, etc. Même les campagnes qu'on lance politiques nationalement. C'est un truc que, en fait, ouais, quand tu sors dehors et que tu vois une affiche, t'as déjà une idée de ce qui se passe. Le collage militant, c'est quelque chose qui doit se faire un petit peu partout et c'est pour ça aussi que c'est plus efficace. Ça permet d'avoir de la grande visibilité. Genre. L'objectif premier, il est politique, c'est de montrer qu'on est là, déjà, qu'on a des forces militantes aussi. C'est une démonstration de coller partout. On a pas mal de gens qui nous rejoignent, ou en tout cas qui nous rencontrent par le biais du collage. Et donc il n'y a pas de retour négatif. Il n'y a pas genre des gens d'extrême droite qui viennent nous voir en disant vos affiches sont dégueulasses. Soit ils recollent dessus, soit ils les décollent, mais on n'a pas d'interaction avec ces gens. Mais ça nous coûte des sous. En fait, c'est ça le truc, c'est ça le problème. Il y a des amendes quand tu fais ça. Si on se fait choper sur le fait, il y a déjà des camarades qui sont allés en garde à vue. Ça ne nous porte pas préjudice de coller dans des endroits illégaux. Juste si on se fait choper sur le fait, c'est vraiment chiant. Mais c'est un truc plus politique que uniquement le fait qu'on ait collé dans un endroit où il fallait pas, en vérité. Au-delà des affichages militants, le collage sauvage le plus fréquent reste celui de la publicité. Contrairement aux organisations militantes qui n'ont pas toujours les moyens de payer leurs amendes sans en subir de lourdes conséquences niveau budget, les grandes entreprises peuvent se permettre de coller un petit peu partout, avec ou sans autorisation, sans crainte pour leur chiffre d'affaires parce que la publicité fait son effet commercial. Les entreprises peuvent se retrouver à payer des sommes astronomiques d'amendes, comme l'entreprise Crispy, qui est une chaîne de restauration spécialisée dans les donuts, qui a payé 74 000 € d'amende en début d'année 2024 après avoir collé illégalement des pubs dans les rues parisiennes. Merci Maëlle pour cette chronique pertinente. Et alors, je vous ai pas demandé ce que vous avez eu pour Noël. On fait un petit tour de table. Ouais, moi j'ai eu un voyage pour le Canada. Mais c'est trop bien ça. Je suis trop contente. Et toi, Joëvine ? Moi, je pars en Corse. Pas top. Et vous, les filles ? Moi, j'ai eu une petite machine à café dans mon petit appartement, donc c'est plutôt trop bien, pratique. Puis moi, j'ai une nouvelle bibliothèque, donc super slay. Perso, j'ai eu plein de vinyles. Et toi, Carla ? Alors moi, j'ai eu des cours de danse. C'est top. Ok, trop bien. Tu commences quand ? À la rentrée. Ah, trop bien. L'année prochaine. Bon, vous l'avez deviné, c'est la fin de votre émission hebdomadaire Flow Urbain qui vous a accompagné tout le mois de décembre. Car oui, notre émission clôture cette série sur la culture urbaine. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous souhaite une bonne journée et surtout un bon réveillon pour la nouvelle année.